Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la troisième partie de la leçon d'histoire qui a pour titre l'ère de la bipolarisation de 1947 à 1991. Dans les deux premières vidéos, nous avons étudié la formation des deux blocs antagonistes et la période conflictuelle dénommée la guerre froide. Trois crises majeures ont été analysées pour illustrer cette période. La troisième vidéo sera aujourd'hui consacrée à la décrispation des rapports Est-Ouest. Ainsi, au cours de cette présente vidéo, nous allons comprendre les causes de la détente, nous exposerons aussi ces manifestations et nous analyserons les limites de cette détente. Sans plus tarder, voyons les causes de la détente. À partir des années 1960, des signes de détente ou de dégel apparaissent entre les deux grandes puissances. Une première raison est liée à l'avènement de nouvelles mentalités. Le changement des hommes n'est pas étranger à ces nouveaux rapports. Nikita Khrouchtchev, qui succède à Staline en 1953, va évoquer à partir de 1956 la notion de la coexistence pacifique des blocs. Du côté des États-Unis, le président John Kennedy va s'ouvrir au dialogue avec l'Est. Les deux superpuissances ne renonceront certes pas à leurs idéologies politiques, mais chercheront à éviter les crises pouvant déboucher sur une apocalypse nucléaire. La deuxième raison est sans doute la plus déterminante qui justifie la coexistence pacifique des blocs est liée à l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur s'explique à deux niveaux. La perte du monopole atomique par les Américains et les victoires soviétiques dans la course spatiale. En effet, dès 1949, l'URSS dispose, à l'instar des États-Unis, de la bombe atomique. En 1952, les Américains mettent au point la bombe H, bombe à hydrogène. 2 ans plus tard, les Soviétiques disposeront aussi de cette bombe. En 1957, les Soviétiques lancent les fusées Sputnik, ce qui provoque un choc très important aux États-Unis, puisque désormais, leur territoire n'est plus un sanctuaire à l'abri des frappes soviétiques. La capacité de destruction mutuelle étant élevée entre les deux grandes puissances, l'équilibre de la terreur s'installe entre les deux camps, d'où la volonté de leurs leaders de coopérer et d'éviter le plus possible les conflits armés. La dernière raison, et non des moindres, qui favorise la décrispation des rapports Est-Ouest est étroitement liée à la contestation du leadership des deux grandes puissances, États-Unis et URSS. En effet, le principe de la bipolarisation sera remis en cause avec la naissance du mouvement des non-alignés à la conférence de Bandung en Indonésie du 18 au 24 avril 1955. S'opposant à la logique des blocs et de la guerre froide, les non-alignés réclament l'interdiction des armes nucléaires, prônent le désarmement, mais surtout plaident en faveur d'une coexistence pacifique des nations. Par ailleurs, dans le bloc de l'Ouest, la France, en 1966, conteste ouvertement l'hégémonie américaine. Charles de Gaulle fait retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. Le pays reste tout de même membre de cette organisation. La France exige le départ des troupes et bases américaines de son territoire et critique la suprématie du dollar dans l'économie mondiale. Elle se dote d'armes nucléaires, se rapproche de l'URSS et reconnaît la Chine populaire. Dans le bloc de l'Est, on assiste aussi à un schisme entre la Chine et l'URSS en 1961. Pékin refuse la déstalinisation et dénonce l'attitude lâche de l'URSS dans la crise de Cuba. Des litiges frontaliers entre les deux pays et l'arrêt brutal de l'assistance nucléaire de l'URSS à la Chine vont davantage accentuer la rupture. Après avoir exposé les raisons qui favorisent la détente dans les rapports Est-Ouest, passons maintenant à ces manifestations. Grand 2, les manifestations de la détente. La première manifestation de la détente, la plus pragmatique, est le renforcement des relations diplomatiques et politiques. Au plan diplomatique, on note l'installation du téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison-Blanche après la crise de Cuba. On enregistre aussi la multiplication des rencontres entre les dirigeants des deux blocs. En février 1972, le président américain Richard Nixon se rend en visite officielle à Pékin, puis à Moscou en mai 1972. En juin 1973, Léonid Brejnev, premier secrétaire du Parti communiste soviétique, se rend à Washington en visite officielle. Au niveau politique, il faut souligner la reconnaissance de la Chine populaire à l'ONU en 1971. La politique de l'Est, initiée par le chancelier de la RFA, Willy Brandt, va aussi fortement contribuer à la décrispation des rapports entre les blocs Est et Ouest.
En effet, la politique de l'Est se traduit par la normalisation des relations de la RFA avec les Soviétiques et la Pologne par la signature des traités de Moscou et de Varsovie en 1970. La RFA admet aussi la souveraineté de la RDA en 1972 et l'année suivante, les deux Allemagnes entrent à l'ONU. Le point culminant de cette détente se manifestera à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki, en Finlande, en août 1975. Des accords sont signés entre 32 pays européens, les États-Unis, le Canada et l'Union soviétique. Ils s'engagent tous à reconnaître et à respecter la souveraineté des États et les frontières définies depuis 1945. Ces accords prévoient aussi le renforcement des coopérations économiques et techniques, mais surtout le respect des libertés et des droits de l'homme dans tous les pays. La détente se manifeste aussi par la signature de nombreux accords militaires. En effet, plusieurs accords et traités militaires seront signés entre les grandes puissances des blocs antagonistes. Nous pouvons citer entre autres le 8 mai 1963, la signature du traité de Moscou par les États-Unis, l'Union soviétique et l'Angleterre, interdisant les essais nucléaires dans l'atmosphère à cause des retombées radioactives. La France et la Chine refusent de signer ce traité. En juillet 1968, la signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires par les 3 grands et 40 autres pays. Le 26 mai 1972, la signature des accords SALT I sur la limitation des armements offensifs stratégiques. Il gèle pour 5 ans le nombre des lanceurs d'engins nucléaires et sous-marins stratégiques des États-Unis et l'Union soviétique. Le 18 mai 1979, à Vienne, en Autriche, les Américains et les Soviétiques signent les accords SALT II qui renforcent les termes du SALT I, définissent un plafond précis des bombardiers et lance-missiles tolérés, mais surtout la destruction du surnombre. La détente se traduit enfin par la coopération économique et scientifique entre l'Est et l'Ouest. Au plan économique, dans le cadre de la détente, on assiste à un renforcement des échanges commerciaux entre les deux blocs, preuve supplémentaire de la normalisation des rapports Est-Ouest. L'URSS devient importatrice du blé des États-Unis et de la technologie occidentale. En retour, les Américains achètent le pétrole soviétique et accèdent au vaste marché des pays de l'Europe de l'Est. La RFA devient le premier partenaire économique européen de l'URSS. En janvier 1982, la France et l'URSS signent un accord sur l'exploitation du gaz en Sibérie. Au niveau scientifique, en 1975, on assiste à une coopération dans le domaine spatial avec le vol conjoint Apollo-Soyouz. Nous venons de passer en revue les manifestations de la détente. Nous allons maintenant exposer ses limites. À ce sujet, il convient de relever que la détente n'est pas totale dans les relations internationales. Les rapports Est-Ouest, malgré la baisse des tensions, sont régulièrement confrontés à des secousses géopolitiques. La première limite de la détente est la persistance des conflits périphériques et nous allons illustrer cela par la deuxième guerre du Vietnam. Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam sera le théâtre expressif d'une longue et meurtrière guerre qui va révéler les limites de la détente. Voyons d'abord les causes de cette guerre. Les causes de la guerre du Vietnam remontent à la fin de la guerre d'Indochine où la France va tenter de reconquérir ses colonies perdues après la défaite japonaise à la Deuxième Guerre mondiale. À la bataille de Dien Bien Phu, les troupes françaises au Vietnam vont capituler le 7 mai 1954 et se replier vers le sud du pays. Aux accords de Genève, en juillet 1954, l'indépendance du Vietnam est reconnue, mais le pays est divisé en 2 zones de regroupement militaire au niveau du 17e parallèle entre les forces armées françaises au sud et celles du Vietnam au nord. Des élections générales pour la réunification du pays et la constitution d'un gouvernement national furent prévues pour 1956, mais très rapidement, les deux parties du Vietnam, sous l'influence des États-Unis et l'Union soviétique, vont installer des gouvernements idéologiquement opposés. Au nord, la République démocratique du Vietnam, avec un régime communiste dirigé par Ho Chi Minh et soutenu par Moscou. Au sud, la République du Vietnam, un régime nationaliste et anticommuniste proclamé par Ngo Dinh Diem en octobre 1955 avec la caution des Américains. Ces derniers, absents à la conférence de Genève, refuseront de reconnaître la République démocratique du Vietnam. Aussi, à partir de 1960, se constitua dans le sud un mouvement dénommé Front national pour la libération du Vietnam, FNL. Le FNL s'opposera au régime du sud et affrontera par conséquent les États-Unis. Après les causes, voyons maintenant les manifestations de ce conflit. L'implication farouche des États-Unis dans la guerre du Vietnam était en réalité motivée par la crainte de l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. En effet, à partir de 1961,
les Américains signent un traité d'aide économique et militaire avec le Vietnam du Sud. Un commandement militaire américain fut créé à Saigon en février 1962. Cette structure était chargée d'encadrer l'armée sud-vietnamienne. En novembre 1963, on comptait 16 000 conseillers militaires américains au Sud-Vietnam. À partir de 1965, les États-Unis lancent des raids aériens massifs sur le Vietnam du Nord et sur les positions du FNL au sud. Plus d'un demi-million de tonnes de bombes seront déversées dans ces régions et l'armée américaine va même utiliser du napalm, des bombes incendiaires et toxiques dans cette guerre. De 185 000 hommes en décembre 1965, les effectifs militaires américains seront portés à plus de 550 000 jusqu'en 1969. De leur côté, le Vietnam du Nord et le FNL recevront de l'armement et de l'assistance technique et logistique de la part de l'URSS et de la Chine. Le ravitaillement de la guérilla FNL ou Viet Cong se fera par la piste Ho Chi Minh qui traverse le Laos et le Cambodge. Malgré les bombardements massifs et le nombre croissant de leurs soldats, les Américains et les Sud-Vietnamiens ne parviendront pas à vaincre les Viet Cong et les forces nord-vietnamiennes. L'offensive de tête déclenchée par les forces communistes sur les principaux centres urbains sud-vietnamiens à partir de 1968 va précipiter les négociations entre les forces belligérantes. Celles-ci s'ouvrent à Paris en 1968 entre le Vietnam du Nord et les États-Unis. L'année suivante, le FNL est associé à ces négociations qui aboutissent finalement à un accord de paix en janvier 1973. Les Américains acceptent amèrement la vietnamisation du conflit et leurs troupes seront remplacées par les forces sud-vietnamiennes. Dépourvues d'aide, la résistance sud-vietnamienne s'effondre et le FNL s'empare de Saigon le 30 avril 1975. Quelles seront les conséquences de cette guerre? Le Vietnam fut officiellement réunifié en 1976 sous la direction du Parti communiste et entra dans la zone d'influence soviétique. Hanoï devint la capitale et Saigon fut rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Au plan humain, le bilan de cette guerre fut effroyable. Plus de 400 000 Sud-Vietnamiens et 900 000 Viet Cong et Nord-Vietnamiens y ont péri. Côté américain, avec plus de 52 000 victimes, cette guerre va profondément dégrader l'image du pays. L'enlisement de la guerre et les exactions commises par l'armée américaine vont profondément choquer l'opinion publique. Aux États-Unis et un peu partout dans le monde, de nombreuses personnes vont s'insurger contre cette guerre, entraînant plusieurs manifestations dans les rues et les campus universitaires. Après l'analyse de la guerre du Vietnam comme limite de la détente, nous allons évoquer une autre insuffisance de cette détente. Il s'agit du difficile désarmement et la crise des euromissiles. Le désarmement entre les blocs Est et Ouest